Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Alors, cette semaine, c'est pas tout à fait des gros bras, en tout cas pas devant la caméra, mais plutôt derrière la caméra, puisque nous allons parler du film Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, le dernier film de Clint Eastwood qui est sorti en février dernier et qui est maintenant disponible en VOD sur toutes les plateformes légales depuis le 13 avril. Et je suis avec mon ami Arnaud Bordas, c'est une grande première. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas avec nous pour les podcasts. Donc comment ça va, Arnaud ? Ça va bien, Stéphane. Tout va bien incroyable. ici à Nice, il fait beau, il y a du soleil, mais on est chez nous. Voilà, alors il faut préciser effectivement pour les auditeurs que c'est un petit peu particulier parce que Arnaud enregistre de son côté, moi du mien, et en fait on fait toute une tambouille grâce au talent de monteur sonore d'Alain Mercier à la technique. Et voilà, donc en fait avant de commencer, Arnaud, j'allais te demander, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? Oui, plutôt, oui, mais... Alors ça tombe mal parce que c'en est pas un. Mais, D'accord. Mais Bon. voilà. Mais tu connais la formule stéroïde. Oui, j'écoute j'écoute de temps en temps, de loin, comme ça, là, je regarde ce que vous faites. Là. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de retours là, dans le sud, ça se répand de plus en plus, les gens en parlent, donc forcément, je m'y intéresse. Hein. Bah oui, c'est connu quand même, stéroïde maintenant. C'est une fois par semaine. Quoi. Ah, ça rayonne. Voilà, ça brille. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, le cas Richard Jewell, toi tu l'avais vu en salle à l'époque. Alors c'est un film un petit peu, qui est un peu passé sous les radars dans la carrière de Clint Eastwood. C'est un film qui traite d'un sujet qui était encore une fois tiré d'une histoire vraie, comme ce fut le cas sur Sully, comme ce fut le cas sur le 15h17 pour Paris, voire comme ce fut le cas sur American Sniper. Et c'est l'histoire, en fait, c'est un fait divers qui a eu lieu dans les années 90 à Atlanta pendant les Jeux Olympiques. Et c'est en fait une bombe qui a explosé. Et il y a ce gardien de sécurité qui s'appelait Richard Jewell qui a d'abord alerté la population, en fait, à ce moment-là, et qui était sur les lieux du crime, on va dire, et qui s'est retrouvé en fait accusé par le FBI et s'est retrouvé être le premier suspect en fait de cette affaire, quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a sauvé des gens, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a sauvé des gens, mais qui s'est retrouvé en fait pris dans la bureaucratie en fait du FBI et qui s'est retrouvé à être le premier suspect. Et les médias se sont emparés de cette affaire. En fait, l'ont d'abord consacré comme un héros pour ensuite le consacrer comme le suspect idéal. Et il a fallu 2-3 mois pour l'innocenter, quoi. Alors, moi, j'aimerais un petit peu que tu nous parles un peu du film et ce que tu en as pensé et comment tu penses qu'il s'inscrit dans la carrière de Clint Eastwood, quoi. Dans cette dernière vague en fait de films tirés d'histoires vraies, quoi. Bah écoute, oui, effectivement, c'est ce que tu disais à l'instant. Là, c'est un film qui s'inclut un petit peu dans un cycle là, de plusieurs films là maintenant qu'on peut faire démarrer effectivement à American Sniper, qui s'est poursuivi avec Sully, le 15h17 pour Paris, et donc maintenant sur Richard Jewell. Et qui s'intéresse particulièrement aux héros du quotidien. Tu vois. Alors on va dire même de plus en plus, il va vers ça parce que on part quand même d'American Sniper, un soldat qui s'est battu en Irak, mais là vraiment on est vraiment avec un quelqu'un qui n'était pas appelé à vivre un acte héroïque comme celui-ci, puisqu'il avait tout à fait le profil d'un policier raté, hein, profil d'ailleurs sur lequel les médias vont se jeter à bras raccourcis. C'est quelqu'un qui est un agent de sécurité, qui est obèse, qui est quelqu'un qui est pas à l'aise dans les relations sociales, qui est assez timoré, qui est quelqu'un de simple en même temps. C'est-à-dire qui est facilement lisible dans ses rapports avec les autres. Voilà, bon, et c'est quelqu'un qui rêvait d'être un policier. Donc Eastwood, il s'intéresse à cette figure-là. Comment quelqu'un qui, à la base, rêvait de servir son pays, va se retrouver dans une situation exceptionnelle, va essayer d'être à la hauteur de son rêve et de son ambition, et où il va être
entravé dans cette démarche par non seulement l'État, mais les médias aussi, qui, eux, ne cessent de le ramener à l'image qu'il renvoie habituellement, c'est-à-dire d'un type pâteau, maladroit, pas très finot. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de cette figure-là, Eastwood va Eastwoodiser, pourrait-on dire, ce genre de personnage-là, ce qui n'est pas forcément courant dans sa filmo, parce que c'est quelqu'un qui s'est avant plus particulièrement intéressé à des personnages plus monolithiques, plus immédiatement héroïques, y compris quand ils étaient interprétés par lui-même. Mais donc, il va Eastwoodiser, comme je disais, ce personnage un peu pâteau et un peu disgracieux, en le projetant dans une sorte de clair-obscur, en montrant ses failles également. On montre que c'est quelqu'un d'assez, à plusieurs reprises, quelqu'un d'assez zélé. On le voit au début avec l'étudiant dans la chambre duquel il s'introduit. C'est quelqu'un qui a des comptes à régler avec la vie, qui a des frustrations, évidemment. Et Eastwood ne passe pas à côté de tout ça, il montre les failles du personnage, quoi. L'héroïsation, en fait, va venir du fait que ce personnage affronte des forces qui le dépassent totalement et qui représentent quelque chose, c'est-à-dire un pays dans lequel Richard Jewell se croyait parfaitement, voulait se croire parfaitement intégré. Voilà. Alors, ce que tu avances là-dessus, par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est vraiment l'angle de Clint Eastwood. C'est-à-dire que dans la vraie histoire, le personnage est considéré comme un héros parce que justement, il a sauvé des vies, comme tu le disais, tu vois. Mais Eastwood, en fait, il le reforme comme un nouveau héros, justement parce qu'il s'est battu contre les rouages du gouvernement. Oui. C'est ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait une vraie volonté d'Eastwood de la part d'Eastwood de montrer ça. Je pense que c'était l'intérêt primordial d'un tel projet pour lui. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est que je pense qu'au final, le propos du film, c'est en fait un propos assez proche de Ratatouille de Brad Bird. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la morale du film, c'était un peu, enfin si morale il y a, mais c'était un peu de dire le talent, le grand artiste peut venir de n'importe où. Et là, le propos d'Eastwood, c'est de dire le héros peut venir de n'importe où, en fait. Pas forcément du flic incorruptible ou d'un autre personnage auquel on est plus habitué dans le cadre du cinéma de divertissement, mais d'un personnage falot, disgracieux, comme je disais. Donc voilà, un héros peut venir de n'importe où. Et le problème, c'est que il montre, Eastwood, que justement on va dire les élites, qu'elles soient médiatiques ou politiques ou policières des États-Unis, dans son film, ne comprennent pas cela. Et pour eux, il leur faut justement du héros comme il faut, classique. Et donc, c'est pour ça que eux, il y a une certaine jubilation, par exemple, chez les journalistes, quand ils apprennent le passé de flic raté qu'il a, quoi. Ça, c'est quelque chose que Eastwood montre. C'est-à-dire quand il ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire d'un héros, ça les conforte dans leur idée. Et c'est précisément contre ça que Richard Jewell va devoir se battre. Et il va devoir se battre contre ça, y compris venant de son propre camp. Parce que à plusieurs reprises, même s'il y met toute la meilleure volonté du monde, son avocat ne comprend pas quelle est cette personne qu'il a en face de lui, quoi. Lui aussi le prend pour un gros béton naïf. Et ce qui est très touchant dans le film d'Eastwood, c'est qu'au final, il nous montre le personnage tel qu'il est, c'est-à-dire finalement quelqu'un, même s'il a des manières maladroites, mais quelqu'un qui est intelligent et qui voit comment les choses se passent autour de lui. Et que c'est sans doute pour ça qu'il a commis cet acte héroïque, où il a prévenu des gens, il a sauvé des vies. C'est parce qu'il regardait ce qui se passait autour de lui, quoi. Mais alors, ce qui est assez intéressant avec le personnage, en fait, c'est que c'est clairement un personnage qui, à la base,
veut s'inscrire en fait dans le cadre en fait dans lequel il évolue, c'est-à-dire il veut vraiment être un policier, il veut vraiment être quelqu'un qui va servir la loi, qui va pas jouer qui va pas jouer autour de ça. Et en fait c'est là où le personnage il diffère un petit peu de qui est Clint Eastwood en général, et telle que la figure telle qu'on la représente aujourd'hui, telle qu'il est publiquement considéré, c'est-à-dire quelqu'un de libertarien, hein, quelqu'un qui s'oppose au trop de présence en fait du gouvernement dans la vie quotidienne, par exemple. Et en fait, le truc, c'est que malgré tout, en fait, là où les deux personnalités peuvent se rejoindre, c'est que ce sont deux personnes qui ont un fonctionnement droit dans leurs bottes, en fait. C'est-à-dire, bon, on l'a toujours dit, hein, Clint Eastwood, on sait en général, quand on va voir ses films, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est pas comment dire, c'est pas un défaut en soi, c'est même une qualité dans le sens où on sait que c'est quelqu'un qui va filer d'un point A à un point B, qui a une vision de la vie très spécifique et qui s'y tient en fait. Et là, en l'occurrence, le personnage de Richard Jewell, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, va devoir rester lui-même, malgré le fait que tout le monde s'attaque à lui, en fait. Et c'est en ça que le personnage, finalement, est un personnage eastwoodien, je trouve. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que c'est un prolo, ce personnage, en fait. Et mine de rien, en fait, c'est quand même quelque chose que Eastwood a toujours plus ou moins mis en avant dans ses films, en fait. C'est-à-dire que même si lui, il a une figure mythologique, même si lui, il est ultra charismatique et plus grand que nature, on va dire, par la force des choses, physiquement, il a toujours joué des prolos, quoi, que ce soit Honky Tonk Man, Bronco Billy, même l'inspecteur Harry d'une certaine manière. Hein, c'est des personnages de prolos, en fait. Le personnage du maître de guerre, c'est un prolo, quoi. Donc c'est assez intéressant en fait, si tu veux, enfin je trouve, hein, je sais pas ce que t'en penses en fait, de le voir quand même malgré tout tenir la distance. À la base, le film était prévu pour Paul Greengrass, je crois. Oui. Il y avait peut-être d'autres réalisateurs, je sais pas, mais ça finalement ça tombe sous le sens qu'il fasse ce film-là, je trouve. Ouais, c'est vrai, mais ce qu'il y a aussi, c'est que on l'a pas encore évoqué, mais c'est vrai qu'il y a eu une polémique aux États-Unis, hein, sur notamment le traitement de l'histoire vraie, et cette polémique est venue beaucoup des médias, mais on pouvait s'y attendre vu que les médias sont quand même attaqués de front dans le film. Par le film, ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, contrairement à beaucoup de déclarations qu'on a pu voir à ce moment-là dans les médias américains, je ne pense pas que c'est un film idéologique. Mais enfin, Eastwood ne fait jamais ça de toute manière. Mais il peut avoir sa vision du monde, effectivement. Mais après, c'est quelqu'un qui prend en compte quand même. Moi, je trouve très intéressant dans le film la relation entre les deux personnages que sont Richard Jewell, donc qui est un prolo, comme tu dis, mais un vrai, hein, c'est-à-dire inscrit à la RNRA. Ça, Eastwood n'en fait pas un mystère. C'est explicité dans le film. Et son avocat, qui est joué de manière vraiment jouissive par Sam Rockwell, et son avocat qui lui par contre qui synthétise plusieurs personnages, hein, puisqu'il avait plusieurs avocats en fait, Richard Jewell, là il y en a qu'un, mais qui est un avocat alors libertaire lui, mais pas libertarien, c'est plutôt libertaire de gauche. C'est quelqu'un qui lutte constamment contre le pouvoir, qui a une défiance vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui même dans le scénario a un univers culturel et des références qui sont très typées à gauche, quoi. C'est, par exemple, le surnom qu'il donne à Richard Jewell, Radar. En France, c'est pas très connu, mais aux États-Unis, quand on dit Radar, on pense immédiatement au film de Robert Altman et à la série qui en a été déclinée après MASH. Et Radar, c'était un des personnages du film et de la série, et qui était un personnage comme ça qu'on prenait un peu pour un bonnet, mais qui en fait entendait le son des hélicoptères avant tout le monde, puisque le film se passait pendant la guerre du Vietnam. Donc voilà, et MASH, c'est un film des années 70, c'est un film libertaire qui a marqué le nouvel Hollywood, et en cela, c'est pas innocent s'il utilise des références comme ça, le personnage de l'avocat. Donc il y a cette relation assez marrante entre les deux. Mais alors, moi, juste par rapport à ce que tu disais sur le côté eastwoodien, ce que je trouve très intéressant et très fin aussi, comme d'hab avec Eastwood, quoi, c'est que il y a une scène qui est pour moi assez importante au début du film. C'est une scène où la journaliste que joue Olivia Wilde,
et l'agent du FBI que joue John Hamm, qui vont être, on va dire, les deux grands antagonistes du film, sont à une soirée, c'est avant l'attentat, et sont à une soirée du festival qui se déroule pendant les Jeux Olympiques, où il va y avoir la bombe le lendemain, et il y a le peuple qui se met à danser la Macarena, quoi. Et à ce moment-là, le journaliste et la journaliste et l'agent du FBI regardent le peuple en train de danser cette danse un peu ridicule des années 90, quoi. Et John Hamm, l'agent du FBI, dit à la journaliste on mérite mieux que ça, quoi. Il y a vraiment un mépris assez flagrant, quoi, dans ces paroles-là. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on réfléchit 2 secondes, Eastwood, il doit certainement pas écouter en boucle la Macarena, hein. C'est quelqu'un, voilà, on sait très bien ce qu'il écoute comme musique. C'est quelqu'un qui a... Non, mais il boit de la Budweiser, quoi. Ouais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière de s'identifier à ces personnages qui fait justement que ce n'est pas un film idéologique, quoi, tu vois. C'est quelqu'un d'un peu plus raffiné que un auditeur de la Macarena dans l'absolu, Eastwood, quoi, tu vois, au niveau musical. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, là, ce qui est important dans cette scène, c'est de montrer comment des élites, parce que ce sont des élites, c'est des gens qui sont chargés d'une part de protéger le peuple et d'autre part de l'informer, et qui méprisent violemment ce peuple-là. Et c'est l'annonce de ce qui va se passer par la suite avec Richard Jewell, la manière dont ils vont le brutaliser, le mépriser. Et c'est d'autant plus important, moi je trouve, cette scène, elle aurait été toute seule, ça aurait pas eu tout à fait le même impact, mais qu'elle est placée juste avant une scène entre Richard Jewell et sa mère, qui est jouée par Kathy Bates, et où il regarde l'appartement de sa mère, Richard Jewell, et où il est dit « tu ne mérites pas ça ». Et elle lui dit « c'est pas grave, il y a plein de choses qu'on mérite pas, mais on va se battre, quoi ». Et là, tout d'un coup, par rapport à ce qu'on vient de voir chez les élites, avec sensiblement les mêmes paroles, le même vocabulaire, il y a toute la dignité du petit peuple qui est ramassée dans cette scène et qui annonce le comportement que va avoir Richard Jewell dans le film, c'est-à-dire un comportement très combatif, quoi. Alors, ouais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il ramène ça à une lutte de mépris de classe, en fait. C'est ce que tu veux dire, quoi, quelque part, quoi. Et c'est assez marrant, en fait, enfin, c'est marrant, c'est pas marrant particulièrement, mais c'est assez cohérent, par contre, qu'il le fasse, parce que, comment dire... bon, il a quand même été assez vocal sur les combats actuels, Clint Eastwood, et ce qu'il en pense, ce qu'il appelle la Pussy Generation, quoi. Donc en fait, c'est assez cohérent finalement qu'ils reviennent à ce genre de combat qui, j'ai l'impression, sont justement mis de côté par rapport au combat actuel. Et là, je fais même pas forcément de degré d'importance, quoi. Mais je pense que pour lui, ça c'en est un, quoi. Et alors moi, il y a un élément sur lequel j'aimerais un peu revenir dans le film, c'est un truc un peu particulier, c'est que on en parle en fait comme un drame, là. C'est-à-dire, et même, je pense que quelque part, le film tel qu'on peut le regarder de loin, ça peut être considéré comme presque un film à Oscar, on va dire, ce genre de choses. Eastwood, il a été souvent nommé pour ces films-là, quoi. Mais moi, ce que je trouve très intéressant avec le film, c'est que il a des atours de thriller, vraiment, en fait, et la façon dont Eastwood le traite. Sauf que je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le thriller ne se base pas sur le fait de savoir, en fait, d'entourlouper le spectateur qui ne serait pas au fait de l'histoire vraie, tu vois. Par exemple, pour prendre un exemple récent et sans spoiler trop, il y a une logique un peu similaire dans la façon dont Quentin Tarantino va utiliser une histoire vraie dans Once Upon a Time in Hollywood. Eastwood fait pas ça du tout, en fait. Évidemment, il ne réécrit pas l'histoire non plus, mais en tout cas pas jusqu'à un certain point, quoi. C'est-à-dire, il le fait dans les limites de ce qu'est une adaptation de faits réels, quoi. Tu vois, évidemment, il y a des raccourcis, je l'ai dit tout à l'heure avec l'avocat, des personnages qui fusionnent. On a beaucoup brocardé, juste une petite parenthèse,
parenthèse, si tu me permets, Stéphane, mais les critiques américains ont beaucoup brocardé le personnage d'Olivia Wilde, qui est en accusant en disant que Eastwood l'accusait d'avoir couché avec l'agent du FBI et qui lui a donné l'information sur Richard Jewell. Le problème avec ce personnage-là, en fait, c'est que je parle du personnage de l'agent du FBI joué par John Hamm, c'est que c'est un personnage qui regroupe plusieurs personnes. C'est-à-dire, d'une part, l'agent du FBI à qui le personnage d'Olivia Wilde auprès duquel le personnage d'Olivia Wilde est allé chercher son info, ça a existé, c'est-à-dire il a leaké, il lui a balancé Richard Jewell, ce mec-là. Ils n'ont pas couché ensemble comme c'est le cas dans le film, mais en fait, ce journaliste était maqué avec un flic de la ville. Donc voilà, il y a clairement une collusion entre le pouvoir et les médias que voulait montrer Eastwood et qu'il a regroupé dans ces deux personnages. Il a fusionné d'autres personnages. Mais ça, c'est l'adaptation de la fiction, quoi. C'est normal. Mais justement, en fait, le truc, c'est que ce qu'il a réussi à faire pour moi, justement, dans le film, c'est créer une véritable tension. Non pas sur la culpabilité éventuelle de Richard Jewell, puisque je pense que ça c'est assez clair pour tout le monde qu'il est innocent en tout cas de ce que le FBI l'accuse d'être et ce que les médias l'accusent d'être, et surtout 23 ans, 24 ans après les faits, en fait c'est démontré, donc n'importe qui peut aller sur une page Wikipédia pour vérifier, mais ce qu'il fait en fait, c'est qu'il arrive à démontrer par 2-3 scènes spécifiques en fait une vraie tension et un vrai suspense sur la façon dont le personnage peut éventuellement basculer en rapport à la façon dont il a été présenté. C'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est un personnage qui est extrêmement droit dans ses bottes, qui a une croyance en fait indéfectible dans l'autorité, le corps policier, le FBI, et en fait, si tu préfères, le truc, c'est que la façon dont eux vont essayer de le détourner pour lui faire confesser un crime qu'il n'a pas commis, en le poussant en fait jusque dans ses retranchements, c'est là en fait où Eastwood arrive à jouer avec des scènes de tension assez fortes, moi je trouve, qui pour moi font que le film est catégorisé comme un thriller en fait. Et c'est quelque chose finalement qui encore une fois qui existe chez lui, parfois même qu'il pousse à un certain paroxysme. Un film comme alors je sais plus comment c'était le titre français là, mais de Changeling avec Angelina Jolie. L'échange, voilà, merci, avec Angelina Jolie. Très beau film. Très très beau film, et un peu oublié maintenant, ce qui est dommage, quoi. C'est un film en fait qui aurait pu être dans n'importe quelle main de notre réalisateur, ça aurait pu être tout simplement un drame en fait, qui traite d'ailleurs un petit peu de la même logique, hein, c'est-à-dire qu'elle-même elle va être traînée dans la boue par les médias. C'est une personnage qui perd son enfant, et en gros lui il te fait quasiment un film d'horreur avec ça, quoi, par moment. C'est-à-dire il y a tout un passage dans le repère du kidnappeur qui régurgite toute une image héritée du cinéma d'horreur, clairement, hein. Voilà, et quelque part en fait j'ai l'impression que ce qui est vraiment, je trouve, intéressant et pertinent dans le fonctionnement d'Eastwood aujourd'hui, c'est en fait c'est cette capacité à être en fait, à faire quand même une histoire, un thriller en fait avec ces sujets-là. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qui est assez marrant, je pense que moi, je crois pas que ça te soit arrivé, mais en fait, on n'a pas interviewé Clint Eastwood dans notre métier de journaliste, ça nous est jamais arrivé, mais à chaque fois Alors moi, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, monsieur Moïsiakis. Voilà, je sais. On a tous vu la photo. Ouais. On sait tous que tu es très fort avec Photoshop, voilà, mais et on sait que c'est faux. Mais non, en fait, ce que j'allais dire par là, c'est que en fait, Clint Eastwood, il a cette capacité à dire à chaque fois, moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'est que c'était une bonne histoire. Mais en fait, en même temps, il y a quand même cette notion, ça suffit pas en fait uniquement. Je pense que c'est-à-dire qu'il y a quand même cette vision du truc qui fait que je pense que voilà, le fait d'avoir bossé avec des gens comme Don Siegel, le fait d'avoir bossé avec des gens comme Sergio Leone, le fait d'avoir bossé, en fait, il a une conscience. Bon, c'est bizarre de le dire après X films, hein, en tant que réalisateur, quoi, mais il a une conscience en fait de raconter ça à travers le thriller. Et mine de rien, son premier film, c'était Un frisson dans la nuit, donc qui est un vrai thriller pur et dur, quoi. Donc je sais pas ce que tu pensais de ça par rapport à ces éléments en fait dans le film.
C'est-à-dire, oui, mais c'est un film, d'ailleurs, tu parles d'un Frisson dans la nuit, hein, qui est, moi, je trouve, assez proche, hein, dans son esthétique, c'est-à-dire, c'est un film très nocturne, Richard Jewell. C'est un film avec son chef opérateur français, là, Yves Bélanger, où Eastwood travaille, sculpte la lumière, les contre-jours, par exemple, toute la scène de l'attentat et du sauvetage, il est quasiment tout le temps à contre-jour, le personnage de Richard Jewell. Et par la suite, il joue avec des codes du thriller, voire même du film noir. Et je parle des codes visuels, hein, comme les persiennes, la lumière qui filtre à travers les persiennes, les personnages regroupés dans un petit espace avec une lumière détournée, comme on peut avoir dans les scènes d'interrogatoire, tout ça. Donc, il utilise clairement toute cette imagerie, Eastwood. Après, je pense que ce qui est intéressant en fait dans le film, c'est que c'est effectivement un thriller, mais où, comme tu le disais, l'intérêt n'est pas dans le whodunit, n'est pas dans ou dans un truc de suspense, quoi, on va dire plutôt, quoi, ou savoir s'il est coupable ou innocent. Mais en fait, si il est dans l'enjeu, c'est de savoir pour le spectateur si le héros va parvenir à se faire comprendre, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, l'image qu'il renvoie aux autres, Richard Jewell, c'est l'image qu'on a de lui au début du film. Au début du film, encore une fois, Eastwood le montre comme un personnage zélé, un petit peu légèrement imbu de lui-même et en tout cas imbu de l'autorité qu'il représente quand il est simplement gardien d'université. Donc il le montre comme ça et il nous le dévoile au fur et à mesure à travers les rouages du thriller, justement. Et c'est ça qui est étonnant parce que c'est quelqu'un, son avocat va lui reprocher constamment d'être conciliant, d'être soumis avec les agents du FBI, avec l'autorité, et de trop collaborer avec eux. Et il va lui dire à un moment, tu risques ta tête, mon gars, parce qu'on est dans un état où il y a encore la peine de mort, et c'est ça que tu risques là en faisant ça. Et en fait, Jewell va constamment rester sur son créneau de départ. Il va constamment se comporter comme il se comporte d'habitude. Il va pas essayer de changer les choses. Et c'est comme ça qu'il va arriver à ses fins. Et moi, je sais qu'il y a une scène là-dessus qui m'a touché parce qu'en fait, c'est autant une révélation pour l'avocat que pour le spectateur, quand l'avocat est en train une fois de plus de l'engueuler là-dessus. Et Richard Jewell explose. Ils viennent de voir les agents du FBI avant, et l'agent du FBI, joué par John Hamm, dit à Jewell, ouais, cop to cop, tu vois, de flic à flic, il joue un peu avec sa frustration de flic raté, et il essaie de le cuisiner en le flattant comme ça. Et l'avocat, après qu'il soit parti, les agents du FBI, l'avocat lui fait remarquer ça à Jewell, et Jewell explose. Et lui dit, mais tu crois que j'ai pas remarqué son petit jeu? Tu crois que j'ai pas vu son langage à base de cop to cop et tout? Et là, on voit dans cette scène qu'il a parfaitement compris ce qui se passait autour de lui, encore une fois, Jewell, que c'est un personnage intelligent et que simplement il le dit à son avocat, il lui dit, moi, ce n'est pas ma manière de fonctionner, je ne vais pas lui rentrer dans le lard parce que ce n'est pas moi. Voilà. Et c'est toute la dignité d'un personnage qui va, contre vent et marée, continuer d'affirmer sa singularité et s'en sortir de cette manière-là, quoi. Alors que le spectateur va craindre pendant tout le film que cette singularité même ne provoque sa chute, quoi. C'est là où est tout le suspense du film, je pense, quoi. Alors, pour terminer, moi j'ai quand même une question par rapport à la façon dont le film peut s'inscrire déjà dans la dernière partie de la carrière de Clint Eastwood. Comment dire, dans la façon dont finalement lui il est parti de toutes ces figures mythologiques qu'il a pu mettre en scène, en fait, qu'il a incarné déjà chez les autres, hein, chez Sergio Leone notamment, qu'il a récupéré à son compte, en fait, c'est-à-dire quand il fait des films comme Pale Rider, quand il fait des films comme Le Maître de Guerre ou L'Inspecteur Harry, quoi. Et comment, en fait, ça se fait que dans cette dernière partie de carrière, en fait, il va vers le réel, y compris quand ça le concerne lui, hein, c'est-à-dire que des films comme Grand Torino, même si de toute évidence il porte les germes de son passé en tant que d'action star, en fait, de flic indéboulonnable, c'est un film qui se veut réaliste, en fait. Et la même chose avec La Mule, par exemple. Comment est-ce que tu expliques, en fait, que Eastwood est parti dans cette direction, dans la direction, entre guillemets, du réalisme, on va dire, tu vois, même s'il est picaresque par moment,
alors que justement il a forgé cette mythologie-là, et mine de rien, enfin un film comme Richard Jewell s'inscrit complètement là-dedans, dans ce parti pris réaliste, quoi. C'est-à-dire, tu as cité Gran Torino, et je pense justement que Gran Torino, en fait, c'est le film charnière entre sa période d'avant et la période actuelle. C'est-à-dire, c'est un film où lui, et je pense que c'est pas innocent qu'il se soit investi en tant qu'acteur principal dans le rôle, dans le personnage, c'est que si on veut, toute la partie dévolue au personnage d'Eastwood dans Gran Torino, c'est de la mythologisation. Même si c'est au final, on va pas dévoiler pour que ceux qui n'ont pas vu le très beau final, mais même si au final c'est presque de la déconstruction de la mythologie, mais pour en reconstruire une autre derrière. Mais par contre, c'est vrai que ce personnage que joue Eastwood dans Gran Torino est inscrit dans un environnement réaliste, et je pense notamment à toutes les scènes autour de la perception de la famille Mong qui habite à côté de chez lui, et il va devenir ami avec leur fils. La manière dont on décrit leur rite communautaire, notamment il y a une scène d'enterrement à un moment, tout ça, c'est vraiment très réaliste, pour ne pas dire presque naturaliste, hein. Et c'est-à-dire, c'est vraiment le choc entre la société actuelle et ce personnage presque préhistorique, quoi, hein, de héros eastwoodien. Et après ça, après la fin, donc encore une fois, il faut voir le beau final funèbre de ce film qui est Gran Torino. Mais après ce film-là, il va aller vraiment vers des personnages, et y compris avec la mule, hein, moi je trouve, mais des personnages beaucoup plus réels, et donc inspirés de personnages réels en l'occurrence. Et il va chercher régulièrement, on en avait parlé déjà, Stéphane, à propos de la fin d'American Sniper, tu vas en reparler sans doute, mais il va chercher cet effet de réel. Et je trouve qu'il était tout le cœur du projet 15h17, le 15h17 pour Paris, mais qui est raté au final, hein, mais qui en fait transparaît le projet sur ce film-là particulièrement, c'est raté. Ouais, voilà. Mais ça transparaît, en fait. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire pourquoi il avait pris carrément les personnages réels, les gens, ces GIs américains qui avaient sauvé les gens du métro du Paris-Bruxelles. Pourquoi il est allé prendre les vrais gens et pas des acteurs? C'est que dans la scène finale, tu as cette scène à l'Élysée, qui sont des images d'archives, hein, globalement, de François Hollande en train de remettre la Légion d'honneur à ces 3 Américains. Et donc, c'est les vraies images qu'on a vues aux actualités à l'époque. Et c'est hallucinant, parce qu'en fait, tu te dis, on vient de voir ces 3 personnages américains pendant 1h30 se comporter en héros et tout comme ça. Et là, d'un coup, on les voit face à notre président, François Hollande, face à des images qu'on connaît, des images de journal télévisé, et on les voit dedans. Et ça crée un effet de réel qui tombe à plat, parce que tout ce qui précède est raté. Mais je pense que c'est après ça que court Eastwood maintenant. Et il le fait aussi à nouveau à travers Richard Jewell, et notamment avec comme on en a déjà parlé, avec ce personnage de prolo maladroit, qui est pour lui l'incarnation même de ce qu'est le peuple américain à l'heure actuelle, et de la manière dont les médias et l'État le voient, quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une espèce, c'est-à-dire que en fait, Eastwood, c'est la star des stars pour moi, quelque part. C'est-à-dire que en fait, on parle de quelqu'un qui est dans le paysage depuis maintenant plus de 50 ans, quoi, et qui, comment dire, et qui en tant que star, hein, en plus vraiment, c'est-à-dire en tant que personnage éminemment populaire, hein. Et quelque part, en fait, il s'est tellement inscrit mythologiquement dans le cinéma, il représente tellement le cinéma, c'est-à-dire une seule image de Clint Eastwood représente le cinéma en tant que soi, que en fait, aujourd'hui, on va dire au crépuscule de sa vie, en fait, il revient à une certaine forme de mortalité. Bon, moi, ce que je te dis ça, on sait très bien qu'il va pas mourir, il va jamais mourir, c'est Clint. Oui, s'il te plaît. Pas, mais voilà. Mais non, et puis, mais il y a cette notion aussi de, il y a cette anecdote moi que j'aime beaucoup sur le film, hein, qui était tombée à l'époque où il était en train de mettre les dernières touches sur le montage du film.
Il y avait beaucoup de feux en Californie, en fait, l'hiver dernier, là. Et en gros, tout le monde a commencé à être évacué. Et lui, il était à Burbank. En fait, le feu s'approchait de quelques dizaines de kilomètres de là. Et dans en fait, les il a dit, studios non, Warner. moi, Hein. dans les studios Warner, il a fait non, mais moi, je sors pas, j'ai un film à terminer, quoi. Et mine de rien, c'est tellement, on en rigole, mais c'est tellement représentatif du bonhomme, de l'idée qu'on s'en fait. Que voilà, c'est une anecdote géniale, et le type a quand même plus de 90 ans maintenant, quoi. Donc, The Ultimate Badass, comme dirait Yannick Dahan. Voilà. Le cas Richard Jewell, on conseille, hein, c'est quand même autre chose que le 15h17 pour Paris. Faut oui, le dire. non. Ouais, non, clairement. Et puis on n'a pas parlé aussi les acteurs, tous qui sont formidables. Il y a des beaux numéros d'acteurs, et puis notamment surtout le rôle titre, hein, Paul Walter Hauser, qui est formidable dans le rôle. Enfin voilà, c'est un vrai beau film. Il y en a plus beaucoup, hein, des films comme ça, quoi. Donc autant aller les voir. Hein. Bon, là maintenant c'est en VOD, quoi. Merci Arnaud. Merci à toi, Stéphane, et à bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Alain à la technique. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, Deezer, toutes les plateformes pour écouter les podcasts, YouTube. Vous pouvez suivre nos vidéos stéroïdes sur YouTube. On essaye d'être le plus régulier possible, y compris en cette période de confinement. Et moi, je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Merci à tous.